Nous sommes à Saran, dans le Loiret. En 2009, au bord du lac de la Médicinerie, une fouille programmée de 290 mètres carrés permet d'approfondir les recherches sur un grand centre potier ayant fonctionné du 5e au 10e siècle. Ce qui est extrêmement important pour ce site, c'est que donc il se trouve à proximité immédiate d'Orléans, donc à 6 km à peu près. On est le long d'un axe antique reconnu, donc qui mène d'Orléans à Chartres, et toute la diffusion de l'atelier de Saran se fait le long de cet axe. Cet axe antique occupe la moitié du terrain. Sur les 150 mètres carrés restants, 5 fours et un tour de potier ont été fouillés. Ce site a une longue histoire. Il a été découvert en 1968. À l'époque, en 68-70, quand les fouilles sont faites, c'est le seul atelier de potier du Haut Moyen-Âge recensé en France. Donc c'est une dimension extrêmement importante puisque ça va jeter les bases d'une typochronologie de la céramique, ça va aussi jeter les bases sur cet artisanat, savoir comment est-ce qu'il fonctionne, où sont tournés les vases, comment est-ce qu'ils sont tournés, où sont prélevées les argiles et comment est-ce qu'on cuit. L'un des meilleurs moyens pour répondre à ces questions, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire retrouver les gestes des potiers du Haut Moyen-Âge. Ce schéma montre l'architecture d'un four de potier, l'alandier où est installé le foyer, la sole, qui sert de support aux céramiques, et le laboratoire. Voici le four qui va être remis en état. On a choisi ce four en raison de ses dimensions relativement faibles et qui permettait en fait d'avoir un résultat rapide avec une mise en œuvre relativement aisée. Mais avant, des échantillons des parois du four sont prélevés pour dater sa dernière cuisson grâce à l'archéomagnétisme. Le champ magnétique terrestre varie dans le temps. L'argile garde en mémoire la direction du champ au moment de sa dernière cuisson. Donc moi, le but, c'est de prélever des échantillons en place. Donc après, je vais faire un certain nombre d'orientations pour qu'en laboratoire, je sache précisément où étaient situés mes échantillons. Et je vais essayer de retrouver la direction ancienne enregistrée dans les blocs d'argile. Et cette direction, je vais la comparer ensuite à ma courbe de référence, qui elle est datée, et je vais pouvoir déterminer un âge pour dire voilà, cette structure, la dernière chauffe a eu lieu entre telle et telle date. La courbe de référence, la voici. Donc ici cette courbe, en fait elle débute autour de 0, et ici en fait on suit la dérive du champ depuis 2000 ans. Donc ici vous êtes à la période gallo-romaine, avec l'étiquette ici 200, ici nous sommes dans la période du Haut Moyen-Âge. Ici l'an 1000, on remonte ici à 1400, 1500, 1600. Et actuellement, le champ magnétique est à peu près dans cette zone-là, donc en 2010. Les archéologues étudient les résultats des mesures, matérialisés par les croix rouges. Il y a ces deux petits échantillons qui sont un petit peu à l'écart. Mais bon, globalement, c'est quand même groupé. On va pouvoir affiner quand on aura terminé, mais on est, oui, on est dans le 9e. Quoi. Bah, ça tombe plutôt bien. Hein. Mais bon, au moins il y aura celui-là. En effet, ce résultat corrobore la datation des tessons qui remplissaient le four. Retour sur le site où commence la reconstruction du four. L'argile locale va servir à assembler les morceaux de tuiles issus de son effondrement. L'alandier est d'abord remonté à l'aide d'un gabarit en rondin de bois. Des arceaux ont ensuite été construits autour de la languette, surmontés d'un laboratoire très ouvert. On a décidé de ne pas fermer le four, mais de le garder ouvert. Donc on arrivait à cette conclusion-là, que le four n'avait pas de voûte fermée, mais qu'à l'époque il cuisait avec aussi des branches par-dessus. La cinquantaine de pots enfournés a été façonnée par le potier avec l'argile trouvée sur le site. Le but aujourd'hui, c'est de faire une cuisson comme il faisait avant. Donc, dans les données des archéologues, c'était environ qu'une cuisson durait 5 heures, 4 heures, 5 heures. Voilà, donc on va essayer de cuire de cette façon-là, pour faire en sorte que les pots, en sortant du four, ils soient le plus proche possible d'une cuisson de l'époque. La cuisson commence par 2 heures de préchauffage pour bien sécher le four et les pots. La température montera ensuite progressivement jusqu'à atteindre 1000 degrés. L'argile se rétractant sous l'effet de la chaleur, il existe un risque d'effondrement. Là, le moment là est passé, donc visiblement ça tient.
Donc maintenant, on reste à voir avec la baisse en température ce que ça va donner. Si jamais on a un refroidissement trop brutal, ça va faire par contre un choc thermique. Et là, on pourrait retrouver le même problème que celui que j'appréhendais aux alentours de 700. Donc maintenant, il y a un deuxième cap à franchir, c'est le refroidissement. Le lendemain matin, le résultat semble satisfaisant. Le four a tenu. On a bien vu d'ailleurs que les parois intérieures avaient tendance à se desquamer et donc à tomber au fur et à mesure sur les céramiques. Il aurait pu arriver la même chose avec les arceaux. Malgré tout, l'argile s'est désolidarisée au fur et à mesure de ces briques, mais les briques étant les unes sur les autres, ça a permis de garder la solidité. Qu'en est-il des vases? Là, ça a fondu aussi. Hein. Ouais. D'accord. Concernant la couleur, c'est l'un des principaux apports de la cuisson expérimentale. C'est finalement cette gamme très variée, alors qui s'explique par plusieurs éléments que l'on a pu observer. D'une part, lorsque le pot est retourné. Donc imaginons qu'il soit comme ceci dans le four. En fait, la partie intérieure va cuire en mode réducteur, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être au contact de l'oxygène et on va du coup avoir une teinte qui va être légèrement verdâtre. Par contre, dès qu'on est en partie extérieure, bien oxydée, on a ces couleurs rouges. Concernant les couleurs légèrement noirâtres que l'on a sur les parties extérieures, elles résultent de la stagnation de la cendre qui a coulé de la partie haute du foyer que l'on avait posé dans le laboratoire et qui donne en fait ces couleurs noirâtres. Alors, cette couleur, elle est vraiment pareil, très intéressante puisque c'est celle qu'on observe sur les poteries du 7e. Donc là, on a la preuve, comme quoi effectivement, il y avait bien ce double foyer qui existait au Moyen-Âge. Partie antérieure sur le laboratoire et partie au devant de l'alandier. Donc là, je dirais que c'est là on a la preuve enfin qu'il y avait bien ce genre de chauffe. Une nouvelle expérimentation, forte de ces enseignements, est prévue d'ores et déjà pour la fouille programmée en 2010.